De retour dans l'Africa Newsroom, notre invité, président du think tank IPOD, Mohamed Ly, est toujours avec nous, ainsi que nos éditorialistes Samuel Gambok et Alfred Chango. Et tout de suite, c'est le dossier du jour. Le Niger, pays sahélien, exploite le charbon, le pétrole, l'or, mais aussi et surtout l'uranium et bientôt du fer et du cuivre, entre autres. Quatrième producteur mondial de ce minerai si prisé, le pays ne bénéficie pourtant pas des retombées de cette exploitation. En cause, le partenariat qui lie le Niger à l'exploitant français Areva, un partenariat qui se veut gagnant-gagnant, mais qui en pratique ne l'est pas du tout, selon ses détracteurs. C'est ce que nous explique ce reportage de Wendiam Valentin Compaoré. Le sous-sol du Niger septentrional, particulièrement dans la région de l'Aïr au nord de la ville d'Agadez, possède une des plus importantes réserves d'uranium au monde. Ceci fait du Niger le quatrième producteur mondial de ce minerai, avec 7,5% de la production totale. Si son exploitation peut être perçue comme une chance pour ce pays sahélien, nombre de Nigériens dénoncent le partenariat que lie le pays à Areva, la multinationale qui exploite cette mine à ciel ouvert depuis plusieurs décennies. Et pour un partenariat gagnant-gagnant, les autorités ont entrepris depuis plusieurs années une renégociation du contrat d'exploitation. En 2014, après plusieurs mois de tractation, la multinationale française a signé un accord avec l'État du Niger, renouvelant pour une durée indéterminée son contrat d'exploitation des mines d'uranium dans le pays. En contrepartie, l'exploitation de la mine d'Imouraren est renvoyée à une date ultérieure. Ce contrat bénéficie-t-il au pays ? L'uranium est-il une chance pour le Niger? Que propose le code minier adopté en 2006? En décembre 2013, une marche est organisée à Niamey par le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire. Objectif, mettre la pression sur le gouvernement pour l'application du code minier qui a été adopté en 2006. Le 26 mai 2014, un accord est signé entre le Niger et la multinationale française Areva pour son application. Un gain supplémentaire pour l'économie du pays. Le point central, c'est qu'il faut garder le maximum de valeur ajoutée au Niger. Bon, ce qu'eux appellent la valeur retenue. Donc, c'est ça la raison de la révision du code. Et c'est ça que le gouvernement tente de mettre en œuvre. Une des premières mises en œuvre, c'est les discussions que le gouvernement a eues pendant 2 ans avec le groupe Areva. Et je pense que tous les Nigériens sont témoins que le Niger retire depuis l'année dernière plus de ressources, plus de gains qu'auparavant sur l'uranium. Je pense que cela va se poursuivre et s'améliorer. Ce code minier de 2006 relève notamment la taxe sur les extractions minières de 5,5% à 12% en fonction du chiffre d'affaires. La loi 2006 va octroyer plus de 20 milliards de recettes budgétaires supplémentaires à l'État, puisque les sociétés minières sont maintenant contraintes de payer aussi bien la TVA que les droits de douane. Au Niger, nombre d'observateurs dénoncent ce contrat signé en 2014. Selon cet accord, les 2 sociétés contrôlées par Areva, que sont la Société des mines de l'Aïr et la compagnie minière d'Akuta, sont exemptées de TVA. Un accord qui ne rencontre pas l'assentiment de tous. Le gouvernement a totalement failli parce qu'il a baissé les bras devant la compagnie française Areva. Il n'y a pas une volonté de changer, on l'a dit un moment, puis après on s'est ravisé, on a baissé les bras, on a laissé tomber. Et l'uranium aujourd'hui profite plus à la France et à Areva plutôt qu'au Niger, malheureusement. Le Niger regorge d'énormes gisements miniers. Celui d'Imouraren fait partie des plus grands. L'exploitation de cette mine est très attendue dans le pays, mais elle a été renvoyée à une date ultérieure par la volonté du groupe Areva et les autorités nigériennes. La raison, la difficulté du marché de l'uranium. Et pour Nuhu Arzika du Mouvement pour la promotion de la citoyenneté responsable, cette entente ne profite pas au peuple nigérien. Imaginez aujourd'hui avec Imouraren, il était envisagé, le nombre d'emplois qui étaient envisagés et d'être créés pour les Nigériens, que ce soit les emplois directs, les emplois à travers les sous-traitants, les emplois indirects, ainsi de suite, toutes sortes d'avantages qui étaient là. Maintenant, aujourd'hui, qu'on a renvoyé au calendrier grec, de 2012, on est passé à 2014 comme
comme projection. Ensuite, on est passé de 2014, on parle de 2017. Ensuite, on parle de 2020 pour dire que plus jamais. Et ça serait simplement lorsque eux auront décidé qu'il est opportun pour eux de l'exploiter. Pas quand nous, Niger, qui avons les minéraux dans notre sol, et décidons de vouloir l'exploiter au profit de ce que nous voulons faire avec les retombées de la commercialisation de ces produits-là. Après 18 mois d'âpres négociations, le Niger obtient le financement de la route Tawad-Arlit, connue sous le nom de la route de l'uranium d'une valeur de 60 milliards de francs CFA. Un accord signé le 26 mai 2014 à Niamey. Ça profite très peu parce que, étant un grand pays producteur d'uranium, je ne pense pas l'apport de l'uranium dans le budget est très faible. C'est quand même quelque chose qu'il faut déplorer et c'est pour cela que je crois qu'il faut bien négocier dans un cadre de partenariat sincère franc et de gagnant-gagnant. Et je crois que la France n'est même pas contre cette procédure. C'est simplement un problème de comportement. C'est l'opacité avec laquelle les gouvernants actuels sont en train de gérer ce problème d'uranium qui fait qu'on en est arrivé à là. Avec le régime précédent, tout s'est passé bien que mal. Dans cette négociation, le Niger a aussi obtenu l'aménagement d'une vallée d'un coût de 11 milliards de francs CFA. Aussi, le pouvoir en place estime avoir assaini le secteur minier qui était confronté par la corruption et des passe-droits. Les années 2008-2009, tout le monde savait que les permis de recherche se vendaient, même pas au ministère, mais dans d'autres endroits. Souvent contre $1 million, souvent contre $2 millions, cela dépend de la qualité du permis. Et cela a terni l'image. Les grands investisseurs, les investisseurs institutionnels ne voulaient pas venir parce qu'ils se disaient qu'ils ne pouvaient pas avoir ces permis-là parce qu'il fallait forcément les acheter. Aujourd'hui au Niger, l'uranium représente seulement 5% du budget du pays. Présent au Niger depuis plus de 50 ans, Areva exploite les mines d'Arlit au nord du pays, 2 sites miniers Somaïr et Kominak et développe à proximité le futur site d'Imouraren. Afin de rendre le partenariat avec le Niger équilibré, le groupe français devra aussi construire un siège social à Niamey, regroupant l'ensemble des sociétés nigériennes liées à ces activités et privilégier la nomination des directeurs généraux de nationalité nigérienne. Les élections couplées présidentielles et législatives sont prévues pour le 21 février 2016. Au niveau de la société civile, les acteurs fondent l'espoir de voir renégocier cet accord de partenariat avec Areva. Mohamed, avant de parler du cas particulier du Niger, pourquoi les codes miniers de nos États sont-ils si décriés dans un souci d'attirer plus d'investisseurs? Est-ce que les États africains n'auraient-ils pas un tout petit peu bradé leur richesse? Mais bien sûr, mais après, il faut dire quelque chose. Nos États sont faibles par rapport à ces grands groupes que sont Areva et les autres. C'est tout simplement, on parle d'une négociation qui s'est tirée sur 2 ans parce qu'il y a un groupe qui a une force presque étatique. Et effectivement, en termes d'expertise, en termes de connaissances, en termes de batterie d'avocats, ces entreprises-là sont plus outillées et mieux sachant que nos administrations sur ces questions complexes de minerais. Nous avons un président aujourd'hui au Sénégal qui est dans ce domaine, qui évidemment en fait une affaire personnelle, parce que c'est un ingénieur en mine, et qui est en train de revoir les contrats et connaissant de façon très spécifique ce domaine et disant il faut effectivement étoffer nos États en termes de knowledge management, en termes de droit, parce qu'au fait, tous ces problèmes-là, que ce soit avec le Niger ou autres, finiront un jour quand il y aura des accords devant des tribunaux internationaux. Et nous sommes des États de droit qui ont ratifié des choses. Nous, au Sénégal, on a eu un problème. C'était avec l'Indien, Mittal, et on a payé de l'argent. Donc, il faut qu'on sache qu'on est dans une mondialisation qui demande à nos États d'être prêts. Ces contrats de type minier, ce ne sont pas des contrats sur de l'arachide ou sur du cacao. C'est vraiment autre chose. Et qui demande une certaine expertise et une inclusion en termes d'organisation étatique des territoires. Et c'est ça un des problèmes. La macrocéphalie au Niger, c'est que allez voir à Arlit, allez voir à Akokan, dites-leur que vous exploitez beaucoup de mines, allez voir la différence de bien-être de ces habitants-là par rapport aux autres coins du Niger qui n'ont pas. Et donc, il y a vraiment un problème de gestion de politique publique, il y a un problème
très clair de défense de l'intérêt général, et ça c'est de la volonté politique. Il faut vraiment que nos élites, qu'elles soient intellectuelles ou politiques, que vraiment en négociant certaines choses, qu'ils mettent au devant un certain, le mot n'est pas à la mode, mais patriotisme. Il faut vraiment qu'on sache que c'est le sous-sol africain qui est d'abord détenteur de ces choses et que les autres, ils ont l'expertise de l'extraction. Mais l'expertise de l'extraction ne peut pas leur donner, en plus de déséquilibre environnemental qu'ils vont causer, une non-rétribution des collectivités locales qui travaillent autour de ça, un problème. Et pour finir, vraiment, je pense que les Africains devraient être très proches du problème péruvien en parlant des mines. C'est le pays qui a fait tous les scénarios possibles, toutes les luttes possibles et qui a vraiment performé sa capacité à aller négocier ces contrats-là et à avoir de façon très équitable, mais aussi très intelligente, et combien ils peuvent récupérer en ça. Pour finir, je pense que ça peut passer si nous avons la volonté et le caractère de faire ça, parce que au moins sur ce sujet-là, la France, qui a besoin de cet uranium-là, c'est juste 30% de ses capacités d'approvisionnement de ses centrales nucléaires. Donc je pense que si la France a en face d'elle des gens raisonnables, mais résolument fermes dans la défense de leurs intérêts, à négocier réellement du win-win. Mais quand ça devient de la rétrocommission et de l'opacité, ben, on est dans la phase la plus vilaine de la politique en général. Oui, Samuel, parce qu'on pointe souvent du doigt ces grandes multinationales qui pillent les richesses du continent, mais certaines le font avec le consentement de nos États. La responsabilité est à tous les niveaux, il faut le rappeler. Oui, les responsabilités sont partagées. Il faudrait quand même relever que si des codes miniers, il y en a sur le continent, ça me fait vraiment rigoler, parce que c'est pathétique de parler de certains de ces États. Parce que la plupart de ces codes miniers ont été mis en place avec le soutien technique de la Banque mondiale, qui a réfléchi à la place des États africains pour rentabiliser ces ressources. Ça veut dire que quand on a une autorité politique, on ne sait pas quels sont les secteurs de souveraineté nationale ou qui doivent protéger la souveraineté nationale. J'ai vraiment peut-être envie de commencer à pleurer sur ce, parce que ça devient insupportable quand même. À chaque fois d'attribuer la responsabilité aux autres. Parfois, Mohamed, il parle de l'expertise. Depuis les indépendances, il faut mettre en place, si on veut acquérir une autonomie stratégique dans la capacité de raffinage, d'exploitation, d'exportation et de commercialisation de ces ressources, il faut identifier chaque segment avec l'expertise nécessaire si on veut rester autonome. Parfois, il y a des États qui créent des institutions, mais encore faut-il voir la capacité opérationnelle de ces institutions, l'accompagnement de ces institutions. Il ne suffit pas de mettre en place une université sur les mines et laisser cette université à l'abandon et de croire que ces étudiants qui vont y aller vont devenir des génies sans ressources nécessaires, sans être au niveau des standards universitaires internationaux. Il faut, quand on crée une université, se mettre à la hauteur, à cette hauteur-là. C'est-à-dire que les produits sortis de ces universités sont capables de rivaliser avec d'autres produits venant de partout sur la planète. Si on n'a pas cette hauteur de vue, on n'est que des hommes politiques primaires. Alfred, plus précisément, comment appréciez-vous l'accord conclu entre Areva et le Niger? Les autorités nigériennes ont-elles su se faire entendre? Il me semble que les négociations ont duré à peu près 18 mois. Peut-on s'attendre à de véritables changements? Puisque c'est là la question. Est-ce que l'exploitation de l'uranium va-t-elle avoir des conséquences positives sur le niveau de vie des populations? C'est une question qui mérite d'être posée, Amira. Et moi, je dirais 2 ou 3 choses sur cette situation du Niger. Il faut voir que les liens entre le Niger et la France autour de cette question de l'uranium remontent pratiquement à l'indépendance du Niger, au moment où la France commence à devenir une puissance nucléaire qui a besoin justement de cet uranium. À l'époque, si ma mémoire est bonne, c'était Kogema Framatome, avant que ça ne devienne, quelques années plus tard, Areva.
Dans cette phase 60, plus ou moins 80, 2000, il n'y a pas, de la part des autorités nigériennes, face à la puissance de Kogema, Framatome, Areva plus tard, il n'y a pas cette capacité justement de négocier, de discuter, parce que le Niger n'a pas d'experts, n'a pas d'ingénieurs formés pour justement comprendre le mécanisme d'extraction et puis d'exportation, etc. Areva avait la maîtrise de cette chose-là. Dans les discussions qui ont eu lieu, effectivement, pour une fois, les autorités nigériennes ont pu obtenir une modification justement des accords, en tout cas la modification de pourcentage de retombées pour le Niger. Ce qui n'était pas une mauvaise chose. Sauf que, au sortir de cette négociation, Areva est tombé dans une crise profonde. Aujourd'hui, Areva est en train de disparaître. Va être probablement racheté par un J, EDF, GDF. Donc, du coup, Areva a décidé unilatéralement de stopper justement la production d'Imuraren qui aurait pu permettre au Niger de gagner de l'argent. Je pense effectivement qu'aujourd'hui, il faut que le Niger forme beaucoup de jeunes qui pourront être à même de pouvoir discuter, négocier sur le même pied d'égalité. Deux, il y a l'OADA qui est là. Il y a la Banque africaine de développement qui s'est prêtée au jeu de former justement des experts qui peuvent négocier à égalité avec les experts étrangers. Tant qu'on n'ira pas dans ce sens-là, effectivement, comme dit Samuel ou comme a dit Lee, soit on poussera des coups de gueule ici, on constatera effectivement qu'il y a ce manque de patriotisme, et puis on versera encore des larmes. Et c'est l'heure de marquer une nouvelle pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africaine. Nous on va tout de suite.